Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 24 mars, il est 11h30, c'est la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Avant d'en venir au sujet du jour, je voudrais faire 3 annonces. Alors, première annonce, c'est un rappel, puisque j'en ai déjà parlé la semaine dernière et les semaines précédentes, c'est l'organisation de la soirée blues le samedi 5 avril 2025, soirée organisée par le groupe Fred Zeller de la Libre Pensée avec le soutien de Doucha Blues. Donc, samedi 5 avril 2025 à 18h, salle de la Rivière à Montrem-Montancé, soirée blues avec une conférence débat, le blues et les combats d'émancipation des Noirs américains, présenté par Philippe Besson, libre penseur, rédacteur de l'Idée Libre et coordinateur du numéro de l'Idée Libre autour du blues, qui a constitué en quelque sorte la base de cette initiative. Ensuite, nous aurons, après cette conférence débat, un concert donné donc avec, c'est là que Doucha Blues apporte tout son soutien, avec le chanteur et guitariste de blues Nikos. Concert qui sera prolongé par un buffet dînatoire pour, bien évidemment, avoir une soirée tout à fait complète. Donc, pour cette soirée, donc pour financer la partie concert et le buffet dînatoire, nous demandons une participation de 20 € par participant et nous vous conseillons de réserver en appelant le 06 01 88 87 62 avant le 31 mars, donc il y a encore une semaine. Je rappelle, numéro à appeler pour réserver, 06 01 88 87 62, réservation de la soirée blues, samedi 5 avril 2025, 18h, salle de la Rivière à Montrem-Montancé. Deuxième point, c'est un communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre pensée suite à une décision d'un tribunal administratif qui est tout à fait importante. Ça concerne l'organisation de la messe de la Sainte-Geneviève par la gendarmerie. Et victoire, la gendarmerie interdite de messe. Par un bref du 18 mai 1962, le pape Jean XXIII a décrété que Geneviève, 420-502, considérée comme vierge et sainte par l'Église romaine, protège non seulement Paris mais aussi les gendarmes. Depuis lors, les groupements de gendarmerie départementale ou mobile organisent chaque année, fin novembre, des fêtes de tradition à l'honneur de leur patronne comportant le plus souvent un office religieux auquel les militaires participent en uniforme et sur le temps de service. Le diocèse aux armées propose même une prière du gendarme qui s'achève ainsi par l'intercession de Sainte Geneviève, ô Dieu 3 fois saint, je t'en supplie, soutiens mon service, ranime mon courage et fortifie ma foi. Fin de citation. Saisi par la libre pensée d'un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Lyon a annulé le 19 mars 2025 la décision du colonel commandant le groupement départemental de l'Ardèche d'organiser une journée de célébration de Geneviève le 30 novembre 2022. Et oui, la décision de justice, ça prend un petit peu de temps par rapport aux faits. Donc, le 30 novembre 2022, en tant qu'elle comportait l'organisation d'un office religieux au sein d'une église. Le tribunal l'a jugé illégal au regard de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, citation, « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Fin de citation. Et implicitement, donc, de l'article L. 4121-2 du Code de la Défense, citation, « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'État militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte. » Certes, fin de citation. Certes, le tribunal administratif de Lyon reconnaît au chef des gendarmes le pouvoir d'ordonner chaque année en l'honneur de Sainte-Geneviève un événement dit de tradition, à caractère festif et à finalité cohésive qui présente plusieurs sens. Toutefois, il émet 2 réserves. En premier lieu, il considère que ce principe ne s'applique pas à l'office religieux inscrit au programme.
Citation donc du tribunal. Une messe célébrée par 2 représentants du culte catholique au sein d'une église située hors de l'enceinte militaire ne saurait, compte tenu de sa nature même et de son caractère indissociable de la religion catholique, constituer une célébration susceptible de revêtir une pluralité de significations. Fin de citation. En second lieu, le tribunal estime que le commandement ne peut à cette occasion, citation, exprimer la reconnaissance d'un culte et une préférence religieuse en méconnaissance du principe de laïcité tel que garanti par l'article 1er de la Constitution. Fin de citation. En l'espèce, celle-ci résultait clairement des modalités d'organisation de la journée, consignées dans une note de service du 29 novembre 2022, présence à la messe, c'est le titre de la note, port de la tenue numéro 11 de cérémonie, réservation par le commandement de bancs pour les autorités de l'Église, sécurisation de l'office par des militaires de la gendarmerie en tenue de service courant. La libre pensée se félicite du jugement du tribunal administratif de Lyon qui protège la liberté de conscience des citoyens et des gendarmes. Elle laisse ouverte la possibilité aux unités de gendarmerie de fêter Geneviève une fois l'an, ce que notre association n'a d'ailleurs jamais contesté, mais donc le tribunal administratif interdit, en application du principe de laïcité et donc de neutralité de l'État, d'inclure dans ces journées dites de tradition un office religieux auquel participent les militaires en tenue et sur le temps de service. La libre pensée donc invite toutes les fédérations départementales à faire largement connaître ce jugement, ce que nous faisons donc ici même au micro de Radio Libre en Périgord, et donc nous ferons connaître également aux élus locaux et aux préfets qui participent régulièrement escalité à ces messes. Je peux le confirmer, pour avoir vu ça par exemple à Saint-Assier, et à contester toute tentative d'en organiser encore en 2025 dans le cadre du service et avec les moyens humains et matériels de la gendarmerie. Une victoire qui en appelle d'autres à venir. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Troisièmement, Bétarame, Garaison et consorts. Urgence pour la jeunesse. Alors, c'est un sujet sur lequel nous sommes déjà intervenus. Je referai d'autres émissions que je consacrerai à ces affaires qui se multiplient de jour en jour, de semaine en semaine. Donc, voici un texte qui est produit par un collectif pour l'école publique laïque qui regroupe l'Union syndicale lycéenne, l'Union étudiante, la FSU, la FCPE, UNSA Éducation, CGT Éducation, Sud Éducation, le CNAL, c'est-à-dire le Comité national d'action laïque, la Ligue de l'enseignement, la Fédération nationale de la libre pensée, Comité de réflexion et d'action laïque, Créal 76, Fédération nationale des Francas, UFAL, Union des familles laïques, EGAL, c'est-à-dire Égalité et Laïcité Europe, Solidarité laïque, la convergence des services publics. Et donc, ce communiqué, qui est assez court, je vais vous le lire, dit ceci. Donc, Bétarame, Garaison et consorts, urgence pour la jeunesse. Depuis 1957, plus de 100 victimes ont déclaré avoir subi des violences physiques et sexuelles au sein de l'institution privée catholique sous contrat Notre-Dame de Bétarame. Je crois que c'est arrivé maintenant à 150. Ces faits illustrent l'ampleur des violences sexuelles faites aux enfants dans notre société et l'omerta qui l'entoure. Au-delà de l'aspect paroxystique du scandale Bétarame, se révèlent au grand jour depuis des mois des conceptions de l'éducation de certains établissements privés sous contrat, contraires à la dignité humaine et à l'émancipation. Nous ne pouvons que constater de la part de ces établissements l'affirmation systématique de leur caractère propre conféré par la loi Debré pour légitimer la mise en œuvre de ces conceptions. Je rappelle donc la loi Debré qui a mis en place le financement public de l'école privée et qui aujourd'hui représente la somme coquette de 12 milliards d'euros par an. Le Code de l'éducation prescrit qu'outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs. Fin de citation du Code de l'éducation. L'État doit rompre les contrats de ces établissements qui ne respectent pas ses ambitions et ce cadre réglementaire, quelle que soit leur affiliation cultuelle. L'autorité de l'État doit s'exercer immédiatement par des contrôles renforcés. Pas un centime de financement ne peut continuer à être utilisé contre la jeunesse, contre sa sécurité, contre son émancipation par les savoirs et la raison. Les annonces ministérielles d'hypothétiques contrôles négociés avec le privé, pendant que les faveurs de financement continuent de pleuvoir. Par exemple, exonération de la taxe d'habitation en 2025,
témoigne d'une forme de duplicité et de connivence idéologique pérenne de responsables politiques. Des hauts fonctionnaires évoquent dans la presse des consignes historiques de tolérance ou d'ignorance des dérives du passé sous contrat depuis des décennies. L'État a failli à sa mission protectrice de la jeunesse. La Commission des affaires cultuelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a décidé de se doter des pouvoirs d'une commission d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans des établissements scolaires. Il est impératif qu'elle établisse en toute transparence la chaîne complète des responsabilités, laissant prospérer de telles violences et de tels cadres éducatifs. Début 2024, nous lancions cet appel. École de toute la jeunesse, l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire doit être la priorité du pays. Redonner espoir et ambition à toute la jeunesse nécessite de concrétiser partout ses visées émancipatrices. Seule l'école publique laïque réalise partout, pour toute la jeunesse, les ambitions intellectuelles, civiques et sociales que le pays lui assigne, avec un contrôle institutionnel fort et légitime. Le financement collectif du séparatisme moral, social et scolaire n'est pas acceptable. L'argent public doit aller à la seule école publique. La jeunesse, le pays en ont besoin. Donc c'était ce communiqué du collectif pour l'école publique laïque dont je vous ai donné la liste des associations et organisations qui le composent. Voilà. Donc ceci nous amène au sujet que je voulais évoquer aujourd'hui et qui rejoint donc ces questions de la loi de 1905. Faut-il inscrire la loi de 1905 dans la Constitution ? C'est une question qui mérite d'être discutée. Donc voilà ce que nous soumettons à une discussion de l'ensemble de nos auditrices et auditeurs. Alors que les institutions de la Ve République montrent des signes évidents d'agonie depuis la réélection du président de la République en mai 2022, entré par effraction sur la scène politique en 2017 à la faveur de l'effondrement des partis traditionnels ayant soutenu le régime de pouvoir personnel en place depuis 1958, d'aucuns proposent à nouveau d'inscrire dans la Constitution du 4 octobre 1958 les 2 premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Cette proposition entend ainsi sanctuariser la liberté de conscience, celle de culte et le principe selon lesquels l'État ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Donc c'est l'article 2 de la loi de 1905. Il s'agit en réalité d'une fausse bonne idée. De surcroît, les expériences récentes invitent à la plus grande prudence en la matière. Une perspective sans véritable objet. La proposition de constitutionnalisation des 2 premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 méconnaît à la fois la jurisprudence du Conseil constitutionnel et la pratique du juge administratif. La liberté de conscience figure d'ores et déjà dans le bloc de constitutionnalité. Dans sa décision du 23 novembre 1977, le Conseil constitutionnel l'a érigé en principe fondamental reconnu par les lois de la République au regard de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Citation. Considérant d'autre part qu'au terme de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi, que le préambule de la Constitution de 1946 rappelle que nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances. Fin de citation. Que la liberté de conscience doit donc être regardée comme l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, donc conclut cette décision du 23 novembre 1977 du Conseil constitutionnel. Donc reprenons l'analyse de cette question. Lorsque le juge administratif se prononce, de son côté, sur la légalité d'actes susceptibles de porter atteinte à la loi du 9 décembre 1905, comme en matière de présence d'emblèmes religieux sur des emplacements publics, il établit une étroite imbrication entre l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, repris celle du 27 octobre 1946 et les dispositions du texte de 1905. Ainsi, à propos de l'illégalité de l'installation de crèches de Noël dans les locaux abritant le siège d'une collectivité territoriale, le Conseil d'État motive ses décisions d'annulation en considérant notamment ce qui suit. Citation. Au terme des 3 premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens.
sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Fin de citation donc du premier alinéa de la Constitution. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État crée pour les personnes publiques des obligations en leur imposant notamment, d'une part, d'assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d'autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes, en particulier, en ne reconnaissant ni n'en subventionnant aucun. Ainsi, au terme de l'article 1er de cette loi, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Et au terme de son article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Pour la mise en œuvre de ces principes, l'article 28 de la loi de 1905 a pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes en interdisant l'installation par celle-ci dans un emplacement public d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse. Pour le Conseil, les articles 1er de la Constitution et 1 et 2 de la loi de 1905 forment donc en quelque sorte un tout indissociable. Donc, je le rappelle, le tout indissociable, l'article 1er de la Constitution d'une part et les articles 1 et 2 de la loi de 1905. L'article 1 de la loi de 1905, c'est la liberté de conscience érigée en principe en principe essentiel. Et l'article 2, la République ne reconnaît ni ne subventionne, etc., aucun culte. Et ça constitue donc cela un tout indissociable. Le précédent de la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse est la frilosité du Conseil constitutionnel. Donc voilà. En second lieu, la constitutionnalisation nouvelle de la liberté d'avorter devrait susciter la réflexion chez ceux qui veulent emprunter la même voie en matière de séparation des églises et de l'État. De même, 2 décisions du Conseil constitutionnel devraient les conduire à tempérer leurs ardeurs. Alors qu'aucune menace juridique sérieuse ne pesait sur la législation en vigueur en cette matière. La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, IVG, devrait faire réfléchir ceux qui entendent introduire les 2 premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 dans la Constitution du 4 octobre 1958. Elle a créé un 4e alinéa à l'article 34 déterminant le champ de compétences du pouvoir législatif ainsi rédigé. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Donc c'est ce qui a été rajouté à l'article 34 de la Constitution actuelle pour faire entrer dans la Constitution, donc pour constitutionnaliser l'IVG. Et donc, cette formulation donne au législateur le pouvoir d'encadrer la liberté de recourir à l'avortement sans garantir un droit effectif. Désormais, en théorie, le Parlement pourrait même déterminer les conditions d'exercice de la liberté d'avorter plus strictes que celles actuellement prévues aux articles L2212-1 et à L2212-11 du Code de la santé publique. En la matière, le véritable enjeu réside davantage dans les moyens dévolus à la pratique de l'IVG dans les établissements de santé que dans l'introduction d'un nouvel alinéa dans l'article 34. Or, ils ont sérieusement diminué. Bref, cette loi constitutionnelle très largement votée constitue une illusion sur le plan juridique. Par ailleurs, imaginons que François Hollande, en application de la proposition 46 de son programme, ait réussi à faire introduire in extenso les articles 1 et 2 de la loi du 9 décembre 1905 dans la Constitution du 4 octobre 1958, dans la foulée de son élection de mai 2012, moyennant par exemple la création d'un article 1 bis ou 1-1. Il est probable que le Conseil constitutionnel aurait pris les mêmes décisions que celles qu'il a rendues les 21 février 2013 et 22 juillet 2022. La question de l'expérience du statut d'exception cléricale d'Alsace-Moselle. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en 2012 tendant à lui demander de déclarer contraire à la Constitution du 4 octobre 1958 l'article 7 des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an 10 relative à l'organisation des cultes, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'institution de la rue Montpensier, se fondant sur les articles 10 de la déclaration du 26 août 1789 et 1er de la Constitution, a rappelé, citation, que le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, qu'il en résulte la neutralité de l'État, qu'il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte, que le principe de laïcité
impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de religion, et que la République garantisse le libre exercice des cultes, qu'il implique que celle-ci ne salarie aucun culte. » Fin de citation. Pour autant, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 7 des articles organiques du culte protestant applicable dans les 3 départements de l'Est de la France, au seul motif, citation, qu'il ressort tant des travaux préparatoires au projet de Constitution du 27 octobre 1946 relatif à son article 1er que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958, qui a repris la même disposition, qu'en proclamant que la France est une république laïque, la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause des dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République, donc celles qu'on vient de citer, mais il y en a également d'autres, lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relative à l'organisation de certains cultes, et notamment à la rémunération des ministres du culte. L'introduction des articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 en 2012 n'aurait donc rien changé à cette motivation, d'ailleurs très fragile, fondée sur l'absence de travaux sur ce point de la part des auteurs des constitutions de 1946 et 1958. De même, dans une déclaration du 22 juillet 2022 répondant à une question prioritaire de constitutionnalité, au regard des termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le Conseil constitutionnel a jugé que l'introduction d'une procédure de reconnaissance des associations cultuelles à la main des préfets, décrite au nouvel article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905, issue de celle du 24 août 2021. 24 août 2021, c'est la loi séparatiste, la loi confortant les principes de la République, n'est pas contraire aux principes fondamentaux de la laïcité de la République, bien qu'elle constitue manifestement une entorse très grave à l'article 2 du texte fondateur de la séparation et de la laïcité en France. Citation, « Les dispositions contestées, c'est de l'article 19-1, ont pour seul objet d'instituer une obligation déclarative en vue de permettre aux représentants de l'État de s'assurer que les associations sont éligibles aux avantages propres aux associations cultuelles. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'emporter la reconnaissance d'un culte par la République ou de faire obstacle au libre exercice du culte dans le cadre d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou par voie de réunion tenue sur des initiatives individuelles. » Fin de citation. Ce raisonnement bancal, la vérification préalable du caractère cultuel d'une association ne serait pas une forme de reconnaissance d'un culte, ni contraire au principe fondamental de la liberté de conscience, aurait été sans aucun doute le même dans l'hypothèse où les articles 1 et 2 de la loi du 9 décembre 1905 auraient figuré dans le texte de la Constitution du 4 octobre 1958 depuis 2012. Au lieu de se fonder sur l'article 10 de la Déclaration du 26 août 1789, il se serait appuyé virtuellement les articles 1 bis ou 1-1 issus de la loi de 1905. Notons que ceux qui réclament à corps et à cri la sanctuarisation des 2 premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 n'ont pas bougé le petit doigt pour contester sa révision assez profonde intervenue en août 2021 à la faveur de la loi dite séparatisme. Au contraire, ils ont soutenu sans barguigner le gouvernement. Il y a l'esbrouf, il y a l'action, la libre pensée du côté de l'action, et dénonce l'esbrouf qui sert de rideau de fumée. Voilà, donc c'est un texte un petit peu complexe. Nous le mettrons sur notre site, donc lpdordogne.fr, pour que chacun puisse se l'approprier de manière plus complète et plus facile peut-être par la lecture. Donc je vous propose maintenant d'en venir au choix musical que nous n'écouterons peut-être pas en entier parce que je crois que c'est un morceau qui dure un peu plus de 7 minutes et demie, mais c'est tout à fait intéressant. C'est encore c'est un musicien, guitariste de blues qui a été accueilli par le festival Doucha Blues, je crois que c'est l'an dernier, qui était passé en accompagnant la chanteuse Crystal Thomas, et que nous vous proposons, donc au Doucha Blues, qui soutient notre initiative du 5 avril dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, ce que nous vous proposons d'écouter, c'est ce guitariste-chanteur, Luca Giordano.
prisoner. And I wanna love you till the day I die. Be my better night. I'll think about you all night long. I feel about you all alone. I know I'm gonna quit somebody. Every time disco feeling start. Nous interrompons donc ce très beau morceau de Giordano Bruno, de Luca Giordano. Voilà. Et donc, je vous le reproduirai une autre fois parce que c'est un merveilleux musicien. Et donc, je vous annonce déjà que nous nous retrouverons la semaine prochaine avec un sujet, l'Organisation des Nations Unies et la question palestinienne. Voilà. Je vous donne rendez-vous donc lundi prochain pour une nouvelle émission du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Bonne semaine à toutes et tous. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Elle tient ton glaive